Je montrais justement une photo de Noboa avec Benjamin Netanyahou. Le voici avec Eric Prince, le fondateur de Blackwater, qui dirige aujourd'hui Academy, la société de mercenaires très étroitement liée à l'administration Trump et qui mène des opérations depuis les Émirats arabes unis, avec peut-être une implication à Gaza après la Shoah. Et c'est lui qui a, je crois, imaginé l'idée de la prime de 50 millions de dollars sur Maduro. Il a dit que s'il y avait une prime sur la tête de Maduro, alors la magie opérerait. Oui, voici Noboa avec Netanyahou. Bien sûr, Noboa a embrassé le mur, il faut embrasser le mur. Et le voici avec le président d'Israël, Isaac Herzog. Cela fait simplement partie de la structure de pouvoir hégémonique mondiale qui renvoie en particulier à la Washington de Trump et montre clairement que vous cherchez à devenir une sorte de filiale de ce système. Et cela enlève en quelque sorte le masque sur ce qu'était le projet pour l'Équateur après Correa. Nous sommes passés par Lénine Moreno, puis Guillermo Lasso, qui était lui-même un banquier milliardaire. Rafael Correa se trouve maintenant, je crois, à Bruxelles. Il est en exil. Il ne pourra jamais rentrer chez lui. Il l'arrêterait. Il y a eu toute cette guerre judiciaire. Il a aussi été pris pour cible pour avoir protégé Julian Assange. Et il semble que l'Équateur ait été retiré de la liste des pays indépendants, de ces pays indépendants, pour peut-être une génération. Nous avons également vu en Bolivie l'éviction du gouvernement de gauche du MAS après ces querelles entre Luis Arce et Evo Morales. Et en Argentine, une campagne de guerre judiciaire a évincé Cristina Fernández de Kirchner. Et maintenant, vous avez un autre employé de Trump, Javier Milei, au pouvoir là-bas. Oscar, tu as qualifié cela d'opération Condor 2.0, en référence au programme de la CIA visant à unir les juntes militaires de droite en Amérique latine pour réprimer de manière coordonnée leurs opposants politiques nationaux, comme au Paraguay, en Argentine et au Chili sous Pinochet. Et il semble maintenant que Rubio soit dans la région pour porter cela à un autre niveau. J'aimerais que vous abordiez la situation régionale. Quel est l'agenda régional de Rubio? Car il existe encore des gouvernements indépendants orientés à gauche, notamment au Brésil, même si Lula a été plutôt timoré sur la question du Venezuela. Ils n'ont pas encore totalement purgé la région. Alors, quel est l'objectif ici? Quelle est la stratégie globale de Rubio? Ce n'est pas seulement une question vénézuélienne. Je propose de commencer avec Diego. Je pense effectivement qu'en ce moment, il s'agit de la situation au Venezuela, dans le sens où, comme nous en parlons, le temps presse, il n'a pas tout le temps du monde pour parvenir à ses fins. Et aussi, au vu de ce que nous avons déjà observé, il s'agit de renforcer, peut-être de chercher à élargir l'adhésion à sa coalition. Il peut certainement en trouver, par exemple, au Panama et au Costa Rica, et aussi accentuer l'isolement. Il y a eu cette réunion de la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, à laquelle, bien sûr, ni le Paraguay, ni l'Équateur, ni l'Argentine n'ont assisté, mais le Brésil était présent, ainsi que la plupart des pays des Caraïbes et d'Amérique centrale. Même le Chili, ce qui était plutôt surprenant dans ce cas, et la Colombie, qui assure actuellement la présidence, ont exprimé leur inquiétude quant à la situation. Mais cela fait partie d'une refonte majeure. Comme je l'ai dit, comme nous l'avons déjà dit, il y a ce changement de paradigme concernant la perception de l'Amérique latine, plus même considérée comme un simple arrière-cour, mais comme une partie essentielle de la reprise impériale ou du recul du déclin, dans le sens du rapatriement des capitaux et du retour des capitaux et des industries américaines dans l'hémisphère. S'ils ne peuvent pas se relocaliser complètement aux États-Unis à cause des lois du travail, des lois fiscales ou autres, il existe toutes ces options dans la région qui peuvent aider. Amenez votre entreprise américaine, car cela fait aussi partie de notre politique intérieure.
Donc, nous n'avons pas de président latino-américain comme Novoa ou Milei, mais nous avons des proconsuls ici. Ce sont des personnes qui représentent nos intérêts ici, parce qu'il s'agit d'une question intérieure. Le mur est désormais devenu hémisphérique. C'est aussi une manière de se fermer à la multipolarité, à toute forme de relations diversifiées que d'autres pays pourraient avoir, le Venezuela dans ce cas, ou comme l'Équateur, avant la trahison de Lenín Moreno, et ce qui a suivi. Je ne sais pas si trahison est le mot juste, mais disons le plan Lenín Moreno, si vous voulez. Oscar, tu travailles sur un documentaire à propos de Javier Milei que nous allons diffuser sur The Grey Zone. C'est un méga documentaire. Il contient énormément d'informations sur son parcours, sa corruption, ses liens avec Trump, ses liens avec le lobby israélien. Mais il offre un nouveau modèle pour le contrôle de la région par Washington, sous couvert d'un anarcho-capitaliste qui s'attaque à la prétendue Deep State à la tronçonneuse. Mais quel genre de succès ce type de leadership peut-il avoir dans toute la région, qui existe en gros pour être les employés de Trump Incorporated? Et selon toi, quel est l'objectif de Rubio au-delà de cette démonstration de force envers le Venezuela, puisqu'il est évidemment en Équateur pour une raison? Je pense qu'il faut comprendre que ce n'est ni nouveau ni récent. Il s'agit d'un processus qui répond à un défi lancé par les présidents d'Amérique latine lorsqu'ils étaient en position de force. Je me souviens, lorsque je travaillais en Équateur, avoir couvert la prise de pouvoir de Rafael Correa. J'étais présent dans la salle lorsqu'il parlait avec Chavez, Evo, le nom exact m'échappe, et le groupe avec Bachelet était là. Ils discutaient et élaboraient un plan selon lequel les institutions du Sud allaient créer une infrastructure pour l'investissement et le développement. Ils allaient mettre en place un système bancaire Sud-Sud. Tu veux l'UNASUR, Oscar? Oui, c'est bien ça. Oui. C'était en partie cela, oui. L'UNASUR était davantage un groupe politique, et la CELAC était ce groupe politique axé sur la coopération Sud-Sud. Il y avait aussi une branche éducative, il y avait une branche militaire. Mais l'élément important n'était pas seulement la coopération Sud-Sud en Amérique du Sud. C'était la coopération Sud-Sud, Amérique du Sud et Afrique. Et Kadhafi était l'homme du côté africain de cette initiative. Je me souviens avoir entendu Chavez le dire moi-même. Et vous savez, ce que nous voyons maintenant est la réponse à cela. Car évidemment, le Pentagone et la CIA ont vu cela et ont pris ombrage de ce défi régional et y ont répondu. Leurs plans s'étendent sur une décennie ou plus. Donc c'est la montée en puissance de tout cela. Je pense qu'il y a eu un regain d'énergie dans ce mouvement. Encore une fois, ce processus a lieu à cause des BRICS et du Brésil. Sans cela, il serait en grande partie sous la domination de la faction occidentale de la machine, si l'on peut dire. Mais, parce qu'il y a les BRICS, que le Brésil en fait partie, et qu'il y a des dirigeants comme Petro, le président chilien, et le président mexicain, ils ont apporté une nouvelle énergie à tout cela, du côté de la classe ouvrière, entre guillemets, si l'on veut. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est que les planificateurs, ceux qui contrôlent le plan, augmentent la pression. Et je pense que Marco Rubio est descendu en Amérique du Sud parce qu'ils ont compris que c'est maintenant le moment d'exécuter toutes les volontés de l'élite de Miami, dans le sens d'éliminer la gauche tant qu'ils le peuvent, car ils savent aussi que Trump est fragile sur le plan de la santé et qu'il pourrait ne pas être là à long terme. Donc, je pense qu'ils voient l'opportunité d'agir maintenant. So I think they see the opportunity to do it now.